6 des 9 limites planétaires définies en 2009 par le Centre de résilience de Stockholm ont déjà été franchies, au premier rang desquelles, bien sûr, le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, le changement d'usage des sols ou encore le cycle de l'eau douce. Le mois de janvier 2024 a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde, selon l'Observatoire européen Copernicus, c'est dans le monde d'aujourd'hui. Et face à cette urgence, un nouveau concept semble émerger dans le monde de l'entreprise, le concept de l'entreprise ou de l'économie régénératrice. Alors, que recouvre cette notion ? Une entreprise régénératrice, c'est quoi ? Pour le centre de recherche Lumia, qui est dédié à la démarche régénérative, et la Convention des entreprises pour le climat, régénérer, c'est aller au-delà de la réduction des impacts négatifs ou de leur neutralisation, aller au-delà de la RSE. Il s'agit pour l'entreprise de s'engager vers la génération d'impacts positifs nets pour les écosystèmes et la société. C'est d'abord surtout une entreprise qui regarde le monde autrement, une entreprise qui s'interroge sur son modèle économique et sur son positionnement dans son environnement et son écosystème au sens large. Par exemple, on peut citer Pocheco, une PME française de production d'enveloppes et de sacs en papier qui s'est engagée sur ce chemin. Cette entreprise a en effet largement modifié son système de production, ses infrastructures et ses sources d'approvisionnement, approvisionnement de papier via les plus hauts standards de forêts durablement gérées, substitution des encres et colle à solvants par des alternatives végétales, désartificialisation des sols, végétalisation des toitures, récupération d'eau de pluie, filtrage des eaux usées par bambouseries, autant de pratiques vertueuses qui s'avèrent être économiquement rentables pour l'entreprise. Selon son PDG Emmanuel Druon, le ROI et le payback arrivent après 7 ans seulement. Alors, sur le net, en même temps, la référence au régénératif tend à se multiplier, à être un peu mise à toutes les sauces. On parle d'agriculture régénératrice, d'économie circulaire, restaurative et régénératrice, et même de luxe régénératif. Alors, le régénératif est-il une invention marketing des entreprises pour continuer à assurer leur développement selon un monde plutôt ancien, ou bien une véritable démarche de fond ambitieuse pour la planète et tous ses habitants, humains et non humains, qui concilie économie et écologie ? Nous sommes là ce soir pour en débattre avec nos invités. Bonsoir à tous les trois. Et merci d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Je vais commencer par vous, Marianne Louradour, en tant qu'actrice du Conseil dans les territoires pour préserver et restaurer la biodiversité. Quelle est pour vous votre perception de l'entreprise régénératrice ? Oui, comme François vient de le dire, l'entreprise régénératrice, c'est l'entreprise qui répare. Ça veut dire qu'elle ne se contente pas, vous venez de le dire, de préserver, de protéger, mais elle va effectivement chercher un gain-net. Alors pourquoi ce concept arrive-t-il aujourd'hui et pourquoi cet engouement relatif mais il y a quand même un début de mobilisation. Donc régénératif, ça va être sur réparer le vivant. On va aussi pouvoir réparer la société. Moi, je vais plutôt vous parler du vivant. En tant que présidente de CDC Biodiversité, je me sens plus concernée encore par ce sujet, même si le sujet social nous importe également. Pourquoi arriver à se dire qu'il faut réparer le vivant ? Tout simplement parce qu'on est arrivé à un point qui est trop bas et que ce point bas, il n'est pas supportable. Et c'est pas CDC Biodiversité qui le dit, c'est la science. La science, elle le dit, pas depuis très longtemps. Elle le dit depuis 2019, les premiers rapports de l'IPBES. L'IPBES, c'est la plateforme de biodiversité. C'est en fait le GIEC de la biodiversité. Et le rapport qui est sorti en 2019 est un vrai cri d'alarme. Il parle de la 6e extinction des espèces. 1 million d'espèces en voie de disparition sur les 7 à 8 millions d'espèces connues. Et contrairement à la science sur le climat, qui a une vingtaine d'années, qui précède d'une vingtaine d'années la science sur la biodiversité, mais vous avez vu qu'il n'y a pas eu de biodiversité sceptique. En fait, tout le monde a compris ces rapports
Et par ailleurs, c'est un fait qui est assez visible, qui est palpable, cette chute de la biodiversité. On le voit sur les pare-brises, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus de moineaux à Paris, nos forêts sont en train de brûler, les arbres sont malades. Tout ça est visuel, palpable, connectable. Et on sait qu'en fait, ce point-là, c'est un point qui est trop bas et sur lequel la planète ne peut pas rester sur ce rythme et sur cette trajectoire de destruction de la biodiversité sur ce rythme-là. Donc non seulement il va falloir arrêter la perte de biodiversité, mais il va falloir restaurer. Cette science, elle a rencontré en fait la société, elle a rencontré la société civile qui a adhéré, comme je vous le disais, à ces concepts, avec des mécanismes qui peuvent être aussi des mécanismes de peur. On le voit chez les jeunes, ce qu'on parle sur l'éco-anxiété, notamment des jeunes, mais pas que. D'ailleurs, avec une étude qui a été faite par le président de l'IFOP, qui a écrit un livre il y a 2 ans là, sur la fracture, qui montre qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont plus confiance dans l'entreprise pour restaurer, pour réparer, que dans le politique. Ça, c'est quand même intéressant que cette jeunesse, maintenant, se tourne vers l'économique en ayant confiance, certaines formes de confiance dans l'entreprise régénératrice pour réparer les dégâts qui ont été faits. Et on arrive aujourd'hui donc à des points de bascule. On en parlait dans le Nord, on en parlait avec un assureur évidemment très concerné par ces points de bascule, les incendies, le réchauffement. Et ces points de bascule, comme cette trajectoire, fait qu'en fait aujourd'hui, la réparation, la restauration de ce qui est dégradé coûte plus cher que la préservation et qu'il faut remettre du vivant pour rendre supportable la planète. Et il y a quelque chose qui est très important qui s'est passé en décembre 2022. C'est la COP 15. Est-ce que vous vous rappelez de la COP 15, qui est la COP biodiversité? Vous vous en rappelez pas forcément, parce que c'était pendant la Coupe de foot mondiale. Et donc, effectivement, il y a eu 30 secondes sur BFM sur la COP 15, alors qu'en fait, 191 pays ont signé un accord pour dire en 2030, on arrête de détruire la biodiversité, et à partir de 2030, on restaure. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 191 pays qui sont partis sur un monde régénératif. Et ça, effectivement, il y avait le ballon rond en face de ce sujet qui était quand même fondamental et qui met effectivement ce sujet au cœur du sujet et au cœur de l'économie. Cécile, en tant que dirigeante d'une entreprise agroalimentaire, l'un des fleurons français de l'agroalimentaire, comment vous vivez cette démarche de l'entreprise régénérative? Qu'est-ce que cela représente pour le groupe Bell? Comment vous interprétez ça? Quand on est un acteur comme nous de la chaîne alimentaire, on ne peut pas ne pas voir le problème, parce que le problème, c'est que le système alimentaire aujourd'hui est cassé. C'est-à-dire que ce système alimentaire, qui a permis de nourrir beaucoup de monde à bas prix, ne permettra pas de nourrir 10 milliards de personnes. Et ça, c'est pareil, c'est très factuel, en fait, c'est pas tellement politique. Le système alimentaire en partant de la ferme jusqu'à la fourchette, aujourd'hui, c'est 800 millions de personnes qui ne se nourrissent pas à leur faim, qui souffrent de famine. C'est plus de 800 millions d'individus qui souffrent d'obésité. Le système alimentaire aujourd'hui, c'est 1/3 des émissions carbone de la planète. Donc ça veut dire que c'est plus que l'ensemble des transports réunis en impact carbone. C'est 60% de l'eau qui est utilisée sur Terre. C'est une des raisons principales de perte de biodiversité. Et enfin, c'est un système qui s'est fondé sur la paupérisation de l'amont, c'est-à-dire ceux et celles qui nous nourrissent. Moi, je nourris personne si je n'ai pas, en début de chaîne, un éleveur qui fait du lait, ou un agriculteur qui me fournit des pommes pour faire de la pomme-pote. Donc ça, c'est le modèle dans lequel on opère aujourd'hui. Et on sait qu'on a une population qui est croissante, on sait qu'on a une population qui va atteindre les 10 milliards de personnes. Donc la question, elle est assez simple. C'est comment on arrive à repenser le modèle pour avoir un modèle qui ne détruit pas les ressources de la planète et qui permet de nourrir sainement 10 milliards de personnes. En fait, les solutions, elles sont connues. Donc là encore, c'est assez factuel. Il y a 3 gros sujets quand on travaille sur l'alimentation. 30% de l'alimentation est jetée.
gaspillée tout au long de la chaîne. En France, une très grande partie à la maison. Ce qui veut donc dire, moi je le dis souvent comme ça, hein, c'est que si l'alimentation avait de la valeur, on ne la jetterait pas. Donc il y a un énorme sujet qui est comment on redonne à comprendre ce qu'il y a derrière l'alimentation de chacun. Il y a un deuxième gros sujet qui est ce que l'on met dans notre assiette. Le plus gros impact que vous pouvez avoir individuellement, si vous voulez avoir un impact sur vos émissions carbone, si vous voulez avoir un impact sur l'utilisation de l'eau, c'est de penser à ce que vous mettez dans votre assiette. Et là encore, il y a un consensus scientifique qui a été publié dans la revue du Lancet, qui est une revue scientifique, ça s'appelle Eat Lancet, et il est défini ce que les scientifiques appellent le régime alimentaire, qui permet à la fois de préserver les ressources de la planète et d'être en bonne santé. Ce régime alimentaire, il est assez simple. Il faut que la moitié de votre assiette, quand vous visualisez ce que vous avez mangé dans la journée, ce soit des fruits et des légumes. Ça, c'est bien pour la planète, c'est bien pour le carbone, c'est bien pour votre santé. Et puis après, vous allez mettre des céréales plutôt complètes. Puis après, vous allez mettre des protéines, mais plutôt d'origine végétale. Et donc, c'est défini, sauf qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas forcément conscience de ce qui se joue quand il choisit de se nourrir, et donc n'a pas forcément conscience de l'impact qu'il peut avoir individuellement. Donc nous, en tant qu'acteurs de cette chaîne alimentaire, on est là pour faire savoir, on est là pour donner envie. On n'essaie surtout pas de faire la morale, et même quand on essaie de faire peur, en fait, ça ne fait pas beaucoup bouger les gens. Donc on essaie plutôt d'avoir des propositions qui sont ludiques, qui sont bonnes, évidemment, en termes de goût, et qui permettent d'aller prioriser une alimentation où il y aura plus de fruits, de légumes et de protéines d'origine végétale. Et enfin, le dernier gros sujet, c'est celui de l'agriculture. C'est celui de l'agriculture parce qu'en fait, l'utilisation de l'eau, elle vient bien de l'amont agricole. Le sujet... Je crois que c'est moi, je suis désolée. Oh, je vais l'enlever tout de suite. Le sujet de l'eau, c'est l'amont agricole. Le sujet de la captation de carbone, c'est l'amont agricole. Aujourd'hui, le modèle agricole, qui est un modèle d'agriculture intensive, 40% des sols en France sont dégradés. 60% des sols aux États-Unis sont dégradés. Un sol dégradé, c'est quoi? C'est un sol qui ne joue plus son rôle. Il ne capture plus l'eau correctement, il ne capture pas le carbone. Et en fait, pour pouvoir faire pousser des choses sur un sol dégradé, il faut mettre beaucoup d'engrais. Il faut mettre beaucoup d'engrais chimiques. Et c'est là où on voit que le modèle en fait, ne fonctionne plus. La bonne nouvelle avec la nature, c'est que quand on en prend soin de ce sol, il peut se régénérer. Et c'est pour ça qu'on emploie le terme d'agriculture régénérative. En fait, un sol, quand on en prend soin, le microbiote du sol revient. Et ce microbiote, alors il amène de la biodiversité. Moi, je dis souvent, les vers de terre jouent leur rôle. Ils captent l'eau, ils captent le carbone. C'est rigolo parce que des fois, on voit des start-up américaines qui se lancent pour essayer d'inventer la machine à capter du carbone. Mais la machine, elle est là. Ça s'appelle juste la terre. Ça s'appelle juste le sol. Donc si on commençait par s'intéresser vraiment au sujet de l'agriculture et de la façon dont on traite le sol, on a une solution assez majeure. Donc quand on est un acteur de cette chaîne-là, qu'on voit toute cette fragilité-là, évidemment, nous, on travaille sur les 3 sujets. On travaille sur l'amont agricole. On bascule et on amène nos fermiers ou agriculteurs partenaires à basculer sur des méthodes d'agriculture régénérative. Je vous en reparlerai. Là encore, et ça fait le point avec ce que je vous disais, vous ne ferez bouger personne dans ces pratiques, absolument personne, si on oppose fin de la planète à fin du mois. Donc en fait, s'il n'y a pas de revenus décents qui sont proposés justement à votre éleveur partenaire ou à celui qui vous amène sa pomme, il n'y a aucune chance de le faire bouger. Donc vous allez voir, c'est par là qu'on a commencé. On travaille sur des alternatives à la protéine animale. Et on travaille à éduquer le consommateur, c'est-à-dire plutôt que de parler de prix en permanence, nous on essaye de parler de valeur de l'alimentation pour que cette alimentation, encore une fois, elle ne soit plus gâchée. Jean-Philippe Denioton, votre point de vue d'assureur mutualiste sur l'entreprise régénératrice. Merci d'avoir rappelé la définition. C'est très important de savoir ce qui est servir l'intérêt général, s'associer aux défis du temps. Mais au fond, moi, au-delà des mots, parce que ce mot passera, comme d'autres sont venus, je crois que le véritable enjeu, c'est de savoir si les assureurs, en général, font leur les grands défis du temps et s'ils ont un socle de valeurs, s'ils ont des intentions programmatiques et surtout,
s'ils sont en action et s'il y a des actions mesurables et tangibles. Je crois que c'est ça, au fond, moi, ce qui me permet d'administrer l'entreprise, c'est de savoir chaque jour si nos actions sont en ligne avec nos valeurs et avec l'intérêt général et le sens du monde. Et au fond, si vous regardez qu'est-ce qu'un assureur, je le dis souvent, mais c'est un résumé un peu rapide, c'est d'abord un observateur et un observatoire formidable économique et social, et ça fait 15 ans qu'on tire la sonnette d'alarme en disant mais l'évolution, la transition écologique, on le voit bien de manière exponentielle, nous amène à des ruptures qui ne font que s'aggraver. Donc évidemment, on le regarde. Mais on n'est pas simplement des observateurs passifs, puisque vous le savez, un assureur, il indemnise, il règle, il soutient, il vient en urgence, il vient traiter toutes les situations extrêmement délicates. Et donc, il est aussi un régulateur économique, social et de son environnement. C'est-à-dire qu'il est acteur, ce n'est pas simplement un observateur. Il a la chance d'être cet observateur, il a la chance d'être un acteur, parce que face aux défis qui sont ceux du notre monde, il n'y a pas l'enjeu très clair posé, c'est d'être en action. Et puis, c'est enfin un préventeur, on en parlait aussi, toutes les actions de prévention qu'on peut mener. Ces actions de prévention n'annulent pas le risque, ça permet de le réduire, et c'est déjà beaucoup dans l'environnement. Et enfin, nous sommes aussi un financeur. Les assureurs sont des financeurs, et donc ils peuvent financer les grandes transitions qui s'ouvrent à nous. On reviendra peut-être sur ces grands items, mais au fond, les défis qui aujourd'hui sont ouverts à nous sont sans comparaison par rapport au passé. On pourrait simplement faire référence à quelques éléments qui, pour nous, nous sont des guides majeurs. On a évidemment la transition écologique, et dont on dit le match et la compétition, c'est qui arrivera la première entre la transition écologique et la catastrophe climatique. Et je crois que personne n'a aujourd'hui de réserve. C'est la transition écologique qui doit franchir la première ligne. Mais c'est doublé d'autres choses. C'est par exemple l'évolution démographique et le vieillissement de la population. À 2040-2050, 35% des gens en France ont plus de 65 ans. Et vous voyez, on est confronté à des défis qui sont sans équivalent et sans repère, en réalité. Et dans un espace-temps que nous devons gérer qui est extrêmement court. Donc, je ne sais pas si le mot correspond à tout ça. Je sais ce que c'est que l'intention d'un assureur mutualiste comme la Massif, qui a posé une raison d'être, qui a toujours animé sa vie depuis 1960, c'est protéger le présent et permettre l'avenir. Donc, une formule très simple, vous savez où est le sens et vous savez où est l'action. Et comme nous ne sommes pas des théoriciens, nous sommes dans le concret, dans l'action quotidienne, dans la proximité, mais on reviendra, j'ai entendu la table ronde qui parlait tout à l'heure de penser global, agir local. Moi, je dirais agir global, agir local, quoi. C'est vraiment ça l'instrument de notre mesure. Donc l'assureur n'est pas un technocrate éloigné des réalités, bien au contraire, c'est un acteur qui plus est mutualiste, mais on reviendra peut-être sur cette singularité, est au cœur des défis du temps. Je vous citais notre fondateur qui avait une formule très, très simple, l'assurance c'est la vie, et là notre débat il est au cœur de la vie. Le débat démarre avec 3 angles différents et complémentaires. Marianne, si on s'intéresse maintenant un petit peu plus concrètement à la démarche, comment accompagnez-vous, comment la CDC Biodiversité accompagne les entreprises, dans quel cadre réglementaire, concrètement, comment ça se passe? CDC Biodiversité, donc on est une filiale de la Caisse des dépôts et on est un pure player de la biodiversité. Donc on accompagne tous les acteurs économiques, les entreprises, les collectivités locales, les associations dans les démarches de préservation, de restauration, dans les démarches régénératives. Alors, comment on les accompagne et sur le plan un peu réglementaire, hein, puisque c'était votre question. En fait, sur le plan réglementaire, depuis 1976, ce sont la première législation sur la préservation de la biodiversité qui a été transposée dans le Code de l'environnement, qui n'est que, un avocat, c'est ça, qui n'est que depuis 2000, hein, le Code de l'environnement, donc il est très, très, très récent. Donc on a été régi par la loi de 1976, qui a été reprise, un petit peu augmentée, un petit peu élargie par la loi de 2016, mais en fait, jusqu'en 2020, on était sur ce code-là, qui était le code et la séquence éviter, réduire, compenser.
Donc, et on est sur les espèces protégées en France, donc c'est la façon de protéger la biodiversité. D'autres vont être plutôt sur la biodiversité ordinaire, mais c'est pas très grave parce que quand on protège une espèce protégée, on parlait du gravelot tout à l'heure, en fait, on protège la biodiversité ordinaire. Les Allemands vont être plus sur la biodiversité ordinaire, mais quand on protège la biodiversité ordinaire, on protège les espèces protégées. Donc, ça, c'est pas très grave. Et depuis 1976, on est sur cette séquence. Quand je trouve une espèce protégée en France, j'évite de l'impact. Si je ne peux pas éviter l'impact, je vais essayer de le réduire. Donc, je vais regarder mon projet, je vais regarder comment je vais faire pour le faire un peu différemment, pour limiter la zone humide, les zones de nidification pendant mes travaux. Et puis, quand vraiment je ne peux pas, eh bien, je vais compenser. Et donc, là, on est sur la neutralité écologique. On n'est pas du tout sur l'entreprise régénérative, on est juste sur de la compensation. Et dans ces cas-là, je vais chercher l'équivalence écologique de l'impact, le plus près possible de l'impact. Contrairement au climat, la biodiversité, c'est local. Et donc, on compense localement l'impact qu'on a eu. Et puis, il y a eu les apports de la science, il y a eu cette réaction de la société, et donc le politique vient de se réemparer, la COP15, je vous en ai parlé, le politique vient de se réemparer de ce sujet, et il s'en empare aussi parce qu'il se rend compte que le coût de la diminution de la biodiversité, le coût des infrastructures grises qu'il est obligé de mettre en place pour réparer les dégâts de cette perte de biodiversité est énorme. Il se rend compte que tout simplement la biodiversité, c'est 50% du PIB mondial est dépendant des écosystèmes et que la valeur des services rendus par la biodiversité est égale au PIB mondial. Donc en fait, les services écosystémiques sont absolument complètement coexistentiels avec l'humanité, notre société, qui est d'ailleurs une espèce parmi la biodiversité, parmi le vivant. Et donc c'est pour ça que le politique s'en empare. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a 15 jours, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, vient de lancer le plan d'adaptation à une France plus 4 degrés. Et donc, on a 6 mois pour regarder comment on va vivre. On était quand même sur les accords de Paris à plus 1,5 degré. Et là, on regarde comment on va faire pour vivre à plus 4 degrés. Donc, l'arsenal réglementaire, législatif, change complètement. S'accélère. Et donc, on a eu la loi énergie-climat qui a demandé aux institutions financières de faire leur reporting environnemental. On a eu la loi, on en a beaucoup parlé, la loi climat-résilience, avec le zéro artificialisation nette, qui a fait des gorges chaudes des assemblées, de la presse, etc. Zéro artificialisation nette. La terre, le sol, la pression sur le sol, c'est la première pression sur la biodiversité. Cette trame brune, reconnexion au sol, vous parliez des vers de terre, ils sont fondamentaux, les vers de terre. Le sol est fondamental, et donc pour la première fois, le législateur s'empare d'une pression directe sur la biodiversité à travers le zéro artificialisation nette. Zéro artificialisation nette à partir de 2050, on y va quand même doucement. Et puis, il y a là l'arsenal européen qui est très important, et notamment la CSRD. La CSRD, une directive européenne qui vient d'être transposée, et c'est la France qui a transposé, le premier pays à transposer cette directive européenne. Et la CSRD, sa transposition en France, elle renverse la table. Parce que pour la première fois, les entreprises... Alors progressivement, mais les premières entreprises, c'est quand même 2025 sur les comptes 2024. C'est maintenant, vous en êtes. Oui. Voilà, donc la Massif, rapport de durabilité, fin d'année sur... Oui, mais sur votre exercice 2024. Donc en fait, c'est maintenant 50 000 entreprises européennes qui vont être concernées dans les 5 prochaines années par la CSRD. La CSRD, c'est quoi ? C'est de faire son rapport de durabilité. Un rapport de durabilité, c'est quoi ? C'est un rapport extra-financier. Ce rapport extra-financier, et c'est ça qui renverse la table, il va être certifié. Il va être certifié par des commissaires aux comptes, par des organismes tiers indépendants, ça va être des avocats, ça va être des bureaux d'études, etc. Peu importe, ils vont être agréés par la Haute Autorité de l'Audit, H2A, qui fait partie de la directive. Et donc, on va avoir un rapport extra-financier qui va être certifié comme le rapport financier. Et donc, évidemment, il va y avoir une connexion
entre l'extra-financier et le financier. Et du coup, l'ESG va devenir un sujet de compétitivité des entreprises parce que ça va toucher la valeur des entreprises. Et là, effectivement, ça met vraiment l'entreprise face à sa régénération parce que ça sera pris dans son rapport de durabilité. Alors Cécile, au-delà du droit, il y a aussi de l'innovation dans votre groupe. Quelle part vous donnez à l'innovation justement par rapport à ces démarches régénératives? Quelles solutions, quelles idées vous pouvez mettre en œuvre finalement pour améliorer les choses et aller vers plus d'impact positif? L'innovation, en fait, elle est partout. Elle est partout parce que quand on veut basculer, quand on a une ambition d'être justement sur un modèle d'entreprise régénératrice, il faut repenser l'intégralité du modèle. Il faut repenser chaque prise de décision. Il faut réinventer chaque conversation à l'intérieur de l'entreprise. Donc il faut surtout amener chaque membre de cette entreprise à s'autoriser à penser hors du cadre. Et je vais vous donner des exemples. Quand on a travaillé avec nos 800 fermes partenaires à les faire basculer sur notre charte d'amont laitier durable qu'on a co-construite avec le WWF depuis déjà plus de 10 ans, le premier truc qu'il a fallu faire exploser, c'était juste le modèle des laitiers, c'est-à-dire, on a encore un certain nombre, vous avez vu ce qui s'est passé en France il y a quelques semaines, qui fonctionnent comme ça, c'est-à-dire des éleveurs qui ne savent pas ce qu'ils vont gagner à la fin du mois. Bon, nous, il y a 7 ans, on a dit on arrête, c'est une folie, c'était en 2017. On va partir de vos coûts de production, on va rajouter sur les coûts de production 2 salaires, parce qu'en fait, c'est pas décent de ne pas pouvoir prendre un week-end ou de ne pas pouvoir s'arrêter pour les vacances. Et puis après, on va rajouter des primes à la transition agroécologique, un lait de pâturage, parce que quand la vache elle est dehors et qu'elle pâture et qu'on fait en plus un pâturage tournant, ça aide à la régénération du sol. Et puis un lait garanti non OGM pour que ce ne soit pas du soja qui arrive directement du Brésil, qui du coup déforeste l'Amazonie, qui nourrissent les vaches. Donc là, ça veut dire qu'on diversifie la ferme et on fait du pois, de la luzerne, du maïs pour venir apporter des sources de protéines aux vaches. Et puis voilà, chaque année, on a rajouté de nouvelles incentives. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, personne à cette époque-là ne pensait comme ça. Et que quand on est un laitier, que 50% de nos coûts de production, c'est le lait, et qu'on se dit qu'en fait, on va accepter de prendre 15 millions d'écarts concurrentiels par rapport à nos concurrents chaque année, parce qu'on pense que c'est ce qu'il faut faire, ça vient quand même au départ juste d'une croyance. On n'avait même pas les faits, mais juste d'une croyance qui est, c'est l'avantage de l'actionnariat familial, qui est qu'à un moment, c'est ce qu'il faut faire. Et après, il y a une troisième voie qui existe, et cette troisième voie, en fait, elle pose le fait qu'on va tout piloter sur 2 jambes et qu'on peut avoir de la performance financière, parce qu'encore une fois, je ne suis pas une ONG, donc je dois avoir de la performance financière pour financer tout ça, mais on peut aussi tenir aussi fort la jambe de la performance extra-financière. Ça, c'est un exemple d'innovation. Voilà, sur l'amont laitier, on est les premiers cette année à déployer, c'est l'objet d'une nouvelle prime, un complément alimentaire. Ce complément alimentaire mis dans l'alimentation des vaches permet de faire baisser de 20% les émissions méthane des vaches. C'est énorme, 20% d'émissions méthane en moins. C'est l'équivalent de toutes mes émissions sur l'ensemble de mes usines. L'innovation, c'est de se dire et d'afficher que, et vous voyez, moi je fais des portions de vache qui rit, de la pompote, et en fait on a dit quoi? On va faire packaging, ça sera zéro papier, zéro alu, zéro plastique. Donc on va vers quoi? On va vers le papier parce que c'est une matière naturelle, parce que c'est une matière fibreuse, parce qu'elle se recycle, parce que si jamais elle finit dans la nature, vous savez quoi, elle disparaît. Mais aujourd'hui, moi je pourrais très bien dire, vous savez quoi, moi c'est recyclable. Non, en fait, ça ne suffit pas la recyclabilité, on le sait bien. Puis d'ailleurs, avant que tous les Français prennent le petit papier de vache qui rit, le mettent dans la poubelle jaune et qu'il soit recyclé à l'infini, je veux dire, il va se passer beaucoup de temps. Donc ça c'est pareil, c'est penser différemment. Le système nous amène à ticker les box et à se dire ouais, moi je recycle, je suis bien. Non, ça ne suffit pas. Donc nous, en fait, l'innovation, elle vient vraiment de comment, sur chacune des conversations qu'on a à l'intérieur de l'entreprise, on a ce double critère. Évidemment qu'on a besoin de performance financière, mais on a cette performance extra-financière. L'innovation, c'est le produit, c'est de se dire à un moment, oui, il faut trouver des alternatives à la protéine animale, même s'il y a un amont laitier durable. Et Dieu sait que je le défends et qu'on le met en place en France.
Ça ne nourrira pas 10 milliards de personnes. J'étais au Moyen-Orient cette semaine, je vous garantis que l'amont laitier dont je vous parle, vous ne le mettrez pas en place sur les fermes d'Arabie Saoudite. Ça ne marche pas. Pourtant, il y a des gens à nourrir là-bas. Donc c'est pour ça que nous, on a créé un écosystème ouvert avec des startups pour travailler sur les protéines du futur, issues de fermentation, fermentation de biomasse, fermentation de précision, ou même travailler avec des startups comme une startup californienne que moi j'adore, qui utilise la data et l'intelligence artificielle. Alors là, on va dire, voilà, dans le food, data, intelligence artificielle, de quoi on parle? Si, en fait, c'est ça l'avenir du food. C'est-à-dire qu'eux partent d'un principe qui est de dire, tout est dans la nature. Tout est disponible dans la nature, sauf qu'on a perdu le contact à la nature et la connaissance de la nature. La biologie est une science qui a été assez peu investie, qui est encore une science assez soft. Donc eux, ils ont d'abord commencé à réunir des biologistes et puis ils ont créé une base de données. 15 000 types de protéines issues des plantes. Parce qu'en fait, des protéines issues des plantes, dans chaque graine, il y en a une. Dans un pépin de pamplemousse, il y a de la protéine, sauf qu'on ne l'utilise pas. Sauf qu'une fois qu'on a une base de données de 15 000 protéines, autant vous dire que si on met un ingénieur devant un Thermomix, il nous faut 100 ans pour trouver la bonne combinatoire et être capable de répliquer un fromage. D'où l'intelligence artificielle. Et donc, eux, ils savent faire ce que je ne sais pas faire. Ils ont su constituer une base de données avec des biologistes, et vous savez quoi? Ils sortent tous de Berkeley, ils sont tous plus intelligents que les uns que les autres, et ils maîtrisent l'intelligence artificielle. Moi, je ne sais pas faire ça. Par contre, ce que je sais faire, c'est qu'une fois qu'ils ont trouvé la bonne combinatoire, le lait qui réplique à l'identique un fromage avec les mêmes processus de fermentation, eux, ils ne savent pas mettre à l'échelle. Parce que quand ils viennent me dire c'est telle protéine qui vient de telle céréale qu'on n'utilise plus depuis 15 ans, à un moment, il va falloir aller converser avec les agriculteurs, leur proposer un plan, commencer à mettre à l'échelle pour être en capacité après d'aller chercher ce type de protéines. Et c'est là où, là encore, il y a de l'innovation. Il y a de l'innovation dans la façon de travailler, dans la façon d'intégrer ces startups qui apportent des choses qu'on ne sait pas faire. Et nous, on sait ce qu'on sait faire. Mais on sait aussi là où on a besoin d'eux. Donc vous voyez, l'innovation, elle est vraiment partout. Elle est sur la façon de repenser la conversation avec notre écosystème. Elle est sur la façon de réinventer le produit par son packaging, par le produit lui-même. Elle est, encore une fois, elle est même dans la relation qu'on met en place avec nos distributeurs, avec nos chers clients, dont on parle souvent. Nous, on a été les premiers l'année dernière à signer un contrat commercial. Vous savez, ces fameux contrats qu'on négocie âprement chaque année avec les distributeurs. C'est la première fois qu'avec Carrefour, on mettait dans le contrat une définition de la performance qui n'était pas qu'une définition de performance financière. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on est là pour avoir le meilleur assortiment, pour développer les marges, mais on est aussi là pour que les produits qu'on met en linéaire et qu'on pousse, parce qu'un distributeur ne distribue pas, il choisit, il promeut, donc il a un impact sur la façon dont les gens se nourrissent. Et nous, on a mesuré l'impact carbone de ce contrat et on a pris un engagement avec Carrefour. C'était la première fois qu'entre industriels et distributeurs, on mettait en place un contrat sur 2 jambes. Ça, moi, j'appelle ça de l'innovation. C'est une autre forme d'innovation, mais c'est une façon de repenser, encore une fois, le lien, je vous l'ai dit, avec l'amont, mais le lien aussi avec l'aval. Parce que si ce n'est pas toute la chaîne qui bouge en même temps, on n'y arrivera pas. Donc elle est partout. Jean-Philippe, en tant qu'assureur, vous n'êtes pas une entreprise directement connectée au vivant, encore que vous êtes en relation avec le vivant. Comment faites-vous avec vos parties prenantes, avec vos assurés, pour les inciter à être dans une démarche régénérative? Un point absolument essentiel pour les entreprises, c'est celle de leur gouvernance. On n'a pas abordé ce sujet-là, mais il est absolument fondateur dans toute initiative et peut-être de manière singulière, sans chercher à promouvoir évidemment notre modèle, mais peut-être vous donner des caractéristiques propres. Et le deuxième sujet qui me semble d'un sujet particulièrement d'actualité et très éclairé par les manifestations récentes, c'est comment on garde les pieds sur terre et au fond comment on s'assure qu'on est en proximité avec le réel, le vivant, et tout ce qu'on se disait tout à l'heure, et rien n'est à négliger sur le sujet. Premier élément sur la gouvernance. Vous savez certainement ou pas ce qu'est une entreprise, une mutuelle ou une gouvernance. Je vais vous donner cet exemple. La Massif, aujourd'hui, elle connaît 5 800 000 sociétaires. Ce sont des sociétaires, donc des adhérents, des souscripteurs, des assurés, je dirais.
Et ces 5,8 millions de sociétaires élisent leurs délégués sur les territoires. Quand je dis qu'ils élisent, ça veut dire que 20% aujourd'hui des sociétaires massifs, et un peu plus, votent pour leurs délégués. C'est-à-dire une entreprise qui est hyper citoyenne et qui finalement mobilise ses assurés qui votent très librement pour les délégués, qui eux-mêmes élisent des délégués nationaux et donc des administrateurs. Au final, dans votre conseil, vous avez des assurés, c'est-à-dire des gens qui sont sur le terrain, qui sont sociétaires et qui vous demandent, comme vous l'avez indiqué, mesdames, des retours très précis sur ce que vous avez fait, ce que vous avez l'intention de faire, quelle est votre mesure d'impact, quelles sont les trajectoires, ce que vous faites pour l'immobilier interne, parce que l'exemplarité, ça passe aussi par soi-même. Hein. Est-ce que vous avez l'intention de faire des micro-forêts? Oui. Comment vous protégez la biodiversité? Est-ce que vous avez l'intention d'investir sur des forêts? Oui. Etc. etc. Et ces 5,8 millions sociétaires et puis leurs délégués locaux, hein, ils sont sur le terrain, ce sont de formidables animateurs, ce sont de formidables ambassadeurs, c'est ce qu'on appelle une communauté engagée. Ils gèrent sur les territoires toutes les interactions possibles avec toutes sortes de gens qui se sentent engagés et citoyens. Et ce sont 400 000 rencontres réalisées sur les territoires, interactions, et des milliers de réalisations de manifestations où tantôt on va aborder la prévention. Qu'est-ce qu'il faut faire en matière de prévention? Tantôt on va aborder des sujets autour de l'engagement citoyen et avec des instruments qui permettent évidemment d'avoir une action. Donc, le modèle a fait, et c'est une chance aujourd'hui, que depuis 1960, on a une représentation sur les territoires. Et cette proximité a d'autant plus de valeur qu'on le disait tout à l'heure, il faut agir global, mais il faut aussi agir local. Je crois qu'on reviendra tout à l'heure sur quelques exemples clés. Et puis, vous avez une gouvernance au cœur. Et cette gouvernance, elle vous prend directement sur les sujets. On parlait d'inondations tout à l'heure, les inondations des Hauts-de-France. Vous ne les regardez pas de votre siège social, vous allez sur le terrain et que vous apercevez de quoi? Évidemment du drame, et que par conséquent, vous allez rencontrer les victimes avec des représentants de sociétaires, avec des délégués qui sont issus du secteur, donc qui se connaissent le plus souvent. Et la réponse qu'on essaie d'articuler, c'est à la fois une réponse autour de l'urgence, autour de la réparation, autour de l'assistance et autour des réflexions d'avenir. Comment va-t-on pouvoir gérer ces situations tout à fait dramatiques? Alors voilà, je dirais que la Massif, avec sa gouvernance et les deux pieds dans les sujets, on parlait tout à l'heure des vers de terre, et bien nous sommes aussi des acteurs citoyens qui labourons le terrain et qui aidons justement à être régénératifs. Je comprends bien, le modèle mutualiste porte en lui les germes du régénératif. Hein. Oui, parce que le modèle mutualiste au départ, c'est un modèle qui a toujours voulu aussi aller dans le modèle de production pour servir l'intérêt général. Vous voyez, ces valeurs-là, elles ont transcendé ce modèle pendant des années. Elles ont été moins d'actualité parce que les cycles économiques, les 30 glorieuses, etc., etc. Mais en réalité, ces valeurs sont absolument immuables, intangibles, et elles sont aujourd'hui au cœur de nos transformations de société et des défis que j'évoquais tout à l'heure. Comment éviter le régénératif washing alors? Puisque si on a bien compris que cette démarche, on n'avait plus vraiment le choix. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement s'assurer de la sincérité de la démarche et tomber au-delà des mots, puisque finalement les mots passent, mais véritablement sur une démarche de fond liée à l'urgence et finalement la prise de conscience de la société via ses législateurs et les penseurs de règlement. Qu'est-ce qui peut, voilà, comment vous appréhendez ça dans le groupe BEL? Oui, évidemment que la législation va aider. En tout cas, la réglementation va aider. Moi, je pense que la seule façon de garantir qu'on n'est pas dans le greenwashing, c'est la transparence. C'est le fait d'imposer un maximum, d'afficher la data, les KPI, et de demander au groupe de les remonter. Donc, nous, on aspire plutôt à ce qu'il y ait de la contrainte. On aspire plutôt à ce qu'il y ait de la contrainte au niveau européen, parce que c'est ce qui va quand même amener à un moment le cadre et faire bouger les choses. Et après, nous, on n'a jamais fait les choses par la contrainte, jamais. On fait les choses parce que... alors, évidemment que l'actionnariat familial aide. Je pense qu'il n'y a pas que l'actionnariat familial qui peut aider là-dessus, mais
Nous, quand on a un actionnariat familial, ils pensent à la génération d'après. Donc, ils se voient comme un passeur de bâton. Donc, si on dit que l'entreprise a 150 ans et on veut qu'elle soit là encore dans 100 ans, bah, ça oblige à penser quand même très très loin et à voir les grands enjeux de société quand même très en avance. Du coup, après, ça passe par l'action et ça passe par, encore une fois, assurer qu'on a des KPI, qu'on pilote. Dans une entreprise, rien n'existe s'il n'y a pas de KPI. Ça n'existe pas en fait. La conversation, elle se fait autour de la définition du mot performance. Moi, je le dis souvent, je ne fais pas de RSE. Je ne fais pas du tout. Personne chez moi fait de la RSE. En fait, on crée de la valeur. On définit juste pas le mot valeur par la performance financière uniquement. Donc à partir du moment où on définit la création de valeur en se disant bah, je crée de la valeur quand je vends des produits sains, que j'améliore nutritionnellement mes recettes, je crée de la valeur quand je fais que mes éleveurs en France vivent dignement, je crée de la valeur quand je bascule sur des packaging vraiment durables, où il n'y a pas ni l'amont du plastique, ni l'amont de l'aluminium, bah ça, en fait, c'est ce qui permet de faire bouger les choses. Donc, mais pour que ça se mette en place, il faut le mesurer. Sinon, c'est de l'incantation dans une entreprise. Et en fait, ça se mesure, ça se met dans les bonus, ça se met dans les incentives de moyen terme. Enfin voilà, une fois qu'on mesure, après, ça arrive dans l'ensemble des process de l'entreprise. Pourquoi l'entreprise a beaucoup progressé sur les 4-5 dernières années chez Bell sur ces dimensions justement de pilotage? Parce qu'on n'a plus de directeur financier chez Bell. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de Chief Finance Officer. On n'a pas joué sur les mots. Si on jouait sur les mots, personne ne nous suivrait. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit finalement, quelle est la fonction dans l'entreprise qui sait mettre de la tension pour aller chercher le résultat? Quelle est la fonction dans l'entreprise qui a processé le pilotage de la performance? Ben, c'est la finance. Donc en fait, on leur a mis la RSE et la performance financière, les deux jambes. Donc en fait, le directeur financier, il s'appelle directeur de l'impact global, et il est responsable des deux. Et donc il a fait quoi? Il a intégré dans tous les process de l'entreprise, toutes les conversations de performance, les deux jambes. Alors c'est génial parce que c'est un vrai savoir-faire de piloter. Donc ils l'ont vraiment mis. Voilà, on est rentré dans un niveau de granularité, un truc de dingue. Mais c'est pas grave parce que c'est ça qui fait bouger tout le monde. Donc voilà, moi je pense que la transparence, la granularité des informations, la contrainte réglementaire, et après, je pense aussi que le concitoyen nous aidera à faire bouger les choses. C'est-à-dire que quand je parle de ce qu'on fait, personne ne me croit. Quand c'est mes éleveurs, j'ai un peu plus de crédit. Donc je pense que petit à petit, des applications se mettront en place pour que chaque personne dans un linéaire puisse scanner un GENCODE et puis savoir quelle entreprise a pris un engagement climat, a fait baisser son empreinte carbone, a basculé sur des méthodes d'agriculture régénérative ou celle qui ne fait rien. Aujourd'hui, ça commence à se mettre en place. Moi, j'ai rencontré des startups qui veulent faire le Yucca du climat. Ben oui, j'espère que ces startups seront vite en capacité de se lancer et de donner à chacun la possibilité de faire des choix éclairés. Pour rebondir sur ce que dit Cécile, Marianne, est-ce que finalement il n'y a pas un enjeu pour éviter justement le greenwashing, un enjeu de métriques, un enjeu tout de suite d'avoir des outils qui permettent le plus vite au niveau le plus large possible d'avoir des éléments d'évaluation objectifs pour justement assurer la transparence dont parlait Cécile et puis bien sûr la sincérité de la démarche? Oui, Cécile disait ce qui ne se mesure pas, c'est de l'incantation. Et donc, effectivement, en matière d'environnement, il y a un sujet de mesure. Donc, on parlait de la CSRD et des rapports de durabilité qui vont aller vers la mesure. Alors, il y a beaucoup d'acteurs économiques qui disent « Oui, mais c'est très compliqué de mesurer la biodiversité, il faut faire des inventaires 4 saisons, il faut aller mesurer les espèces, il faut regarder comment évolue la nature, etc. C'est très compliqué. » En fait, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits là-dessus, grâce à la data. Et par exemple, à CDC Biodiversité, nous, on a inventé une modélisation qui s'appelle le Global Biodiversity Score et qui permet d'être un convertisseur, qui permet de passer d'une donnée financière à une donnée d'inventaire
Donc évidemment, ce qu'on va essayer de chercher dans la biodiversité, c'est la consommation d'eau, la consommation de sol, la consommation d'air, la consommation donc on va aller chercher tous les minerais, etc., donc les inventaires les plus fins possibles. Et après, avec ça, avec sa data, et on fait avec la data que l'entreprise a en réalité, on a un convertisseur qui permet de convertir ces données d'inventaire en données de pression sur la biodiversité. Et ensuite, on a été chercher en Europe une métrique, c'est l'agence néerlandaise des Pays-Bas, Globio, qui l'a inventée. C'est la MSA, Mean Species Abundance km², donc c'est l'abondance moyenne des espèces, donc c'est les écosystèmes en fait au kilomètre carré. Cette métrique, elle commence à avoir une petite reconnaissance d'ailleurs internationale puisqu'elle a été mise en indicateur dans la COP 15, donc au niveau mondial. Et cette métrique permet de dire à une entreprise, ben voilà votre impact et vos dépendances, parce que c'est aussi important d'avoir les deux côtés. Les cadres mondiaux poussent beaucoup pour qu'à la fois on calcule la dépendance d'une entreprise et son impact sur la biodiversité. Mais quand on parle de l'entreprise régénérative, on parle quand même plus de l'impact, même si ces dépendances font aussi partie de la régénération. Et donc cette métrique va permettre à l'entreprise de savoir où elle en est aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait pendant que j'ai développé mes usines, j'ai développé mon industrie agroalimentaire, qu'est-ce que j'ai eu comme impact? Ça, c'est l'impact statique. Et cette métrique va aussi permettre d'avoir l'impact dynamique. Qu'est-ce que chaque année, mon run, ma gestion, ma production a comme impact sur la biodiversité? By the way, on va aussi voir en quoi je suis dépendant. Quand on a ça, et qu'on sait qu'on doit aller à une trajectoire zéro perte nette, eh ben on fait son plan d'action. On fait ce qu'on appelle son plan de transition. Parce que c'est ça l'entreprise régénérative. C'est l'entreprise qui va faire un plan de transition, qui va effectivement, tout en maintenant sa performance financière. On pense que, enfin, nous, on essaye de réconcilier économie et écologie. Et donc, on pense qu'effectivement, on peut continuer de nourrir les gens, de les loger, etc., de croître, de mieux manger, mieux se nourrir, mieux se soigner, tout en protégeant cette biodiversité avec cette métrique. Et c'est vrai que sans métrique, sans mesure, il n'y a pas de possibilité dans la trajectoire. Les plans d'action qualitatifs, c'est important. C'est important aussi de faire de la renaturation sur site. C'est important d'être une entreprise engagée sur son territoire et d'apporter sur la biodiversité locale des éléments, des contributions. Mais cette métrique, elle est désormais indispensable. Et puisqu'elle existe et que le législateur le demande et que la société civile le demande et que la planète en a besoin, bien effectivement, moi je vous engage tous à vous mettre dans ces démarches de mesure et ces démarches de plan de transition qui permettront de résister et d'être dans une planète qui est supportable pour nous tous. C'est bien ça dont il s'agit en réalité. En tant qu'assureur mutualiste, vous avez dit tout à l'heure, Jean-Philippe, que votre modèle a été un peu précurseur, mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut aller plus loin? Je trouve, vous avez insisté sur la cohérence et la constance dans le temps, et je pense que ça, c'est absolument fondamental. Je refais le lien avec la gouvernance, et vous l'avez évoqué pour l'actionnariat familial. Je dirais que ça va aussi totalement dans la logique de mutualiste, où, au fond, n'ayant en l'occurrence pas d'actionnaire, on a la capacité à imaginer un peu plus le temps long, et c'est un élément de construction qui est très, très important. Quant aux mesures et au rapport extra-financier, je partage totalement. Il faut mesurer les choses, et ça ne peut pas être simplement que de l'incantation. Et donc, évidemment, notre entreprise a un rapport extra-financier, c'est très important. Mais je reviens à ce qui est l'action, au fond, l'action évaluée, réelle, celle pour laquelle on se sent réellement utile. Et vous savez, le sujet est un sujet de défi, c'est un sujet de mesure, mais c'est aussi et surtout un sujet de passion. On affronte bien les défis que si on a une résolution, une détermination, une passion à le faire. Et je crois que c'est ce qui nous anime autour de cette table. Nous sommes quand même des passionnés et tout à fait optimistes dans la volonté d'affronter ces différents défis, mais aussi très réalistes.
Moi, je vais prendre 2 ou 3 exemples, si vous le voulez bien. Ce n'est pas totalement dans notre script ou scénario initial, mais peut-être juste pour flasher quelques points. Massif a mis en place un fonds d'impact ESS. Alors, l'ESS, c'est l'économie sociale et solidaire, et le de l'économie n'est pas étranger à ce que vous disiez tout à l'heure sur la recherche de performance, évidemment. A mis en place un fonds impact ESS qui a mis le pied, par exemple, à une entreprise qui s'appelle Life, qui produit de l'hydrogène vert en Vendée et qui permet d'exploiter cet hydrogène vert sur son territoire. Et aujourd'hui, qui est en train d'essaimer partout, avec beaucoup de succès, autour de cet hydrogène vert. C'est aussi le premier fonds océan, Bleu Océan, pour lutter contre les plastiques. C'est Massif qui a créé ce premier fonds et qui participe aussi au grand projet de Jean-Louis Etienne sur la mesure du carbone dans un formidable élan de scientifique, je dirais. Et puis, sur un tout autre sujet, quand vous indiquiez tout à l'heure qu'il faut savoir penser différemment, je vais en prendre un qui peut apparaître lointain, mais qui ne l'est pas tant que ça. On contrebat certaines idées, c'est ce que vous évoquiez aussi dans le penser différemment le modèle. Lorsqu'on nous a promis, nous qui sommes un premier assureur automobile, que la technologie du véhicule autonome serait géniale pour des individualités qui pourraient avoir un superbe véhicule adapté. Et on a pris cette technologie et on s'est dit où est la question de l'intérêt général. Et la question de l'intérêt général qu'on est en train de développer, c'est en particulier des navettes collectives autonomes. On se sert de la technologie de l'autonomie pour désenclaver les territoires, pour faire des véhicules électriques autonomes qui sont aujourd'hui en expérimentation, quand on sait que les gens qui sont privés de mobilité sont privés en particulier d'emploi et d'autonomie. Attaquons les sujets sous un angle qui parfois peut sembler décalé, mais qui en réalité est toujours dans la ligne de l'intérêt général. Faut-il aller plus loin? Bien sûr. Être précurseur, c'est pas être statique. Être précurseur, c'est essayer de pousser la société à évoluer et son propre entreprise à se transformer. C'est un combat de tous les jours, mais c'est aussi, je dirais, toujours porter un regard attentif à ce qu'est l'histoire, ce qu'a été vos valeurs, et sans aucune nostalgie, savoir se projeter en imaginant l'avenir, et un avenir que nous voulons tous, qui doit en tout cas échapper à une espèce de fatalité ou d'un fatalisme qui est aujourd'hui un peu dessiné. Merci Jean-Philippe. Si je comprends bien un peu de dividende écologique sans le dire. Oui, alors c'est un mot que j'aime pas trop, parce que par nature, et je trouve qu'il y a une opposition de style, mais la redistribution sociale, oui, ça me parle beaucoup. La redistribution sociale, c'est quelque chose qui permet, entre autres, de se transformer dans la société sans laisser les gens de côté, et qui permet toujours de venir en soutien des plus faibles. Vous avez un grand sujet aujourd'hui, c'est les ZFE, ou un peu moins aujourd'hui, mais qui a été très récent, et où la question était le choix entre l'écologie, la santé et une forme d'exclusion. Eh bien, ces grands enjeux de société ne doivent pas générer de l'exclusion. Il faut trouver le bon équilibre entre toutes ces... dans une équation qui n'est pas simple, mais c'est bien là qu'il faut rechercher l'équilibre. Et donc, oui. Merci à tous les trois, Charlène. Je pense qu'on... Oui. Voilà, je vous remercie d'abord de votre... Merci beaucoup. De votre sincérité, de votre patience. On peut les applaudir, effectivement. Bravo. Merci à vous. On peut peut-être passer la parole à la salle s'il y a des questions. Exactement. Alors, la parole est à vous. C'est le moment que l'on préfère pour avoir des interactions. Donc, je vois qu'une main s'est levée là-bas. Si quelqu'un a un micro à passer. Merci beaucoup pour tous ces partages d'expériences qui sont qui ont beaucoup de valeur. Moi, je suis Séverine Fantapi de la fresque de l'économie régénératrice et on craint tous le regen-washing. Et je suis très intéressée d'avoir vos retours d'expérience, de comment est-ce que vous avez embarqué les équipes aussi sur les changements au niveau terrain, dans votre entreprise avec les écosystèmes, au niveau du terrain, et comment aussi vous mesurez les aspects biodiversité. Donc c'était une question d'ouverture, plutôt de remerciement et d'ouverture sur comment on peut montrer tout cela. Merci. Je crois que voilà, on peut faire une double question. Oui, on va faire une double question. Bonjour, Alice Després, je suis en charge de la RSE pour la division amont agricole du groupe Invivo. Voilà, on fait la boucle. Et en fait, je rebondis sur ta question, puisqu'en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est le retour d'expérience sur comment est-ce qu'on intègre un double pilotage des performances, de la durabilité donc financière,
j'ai fait l'amalgame d'ailleurs de la durabilité et du financier. Et comment vous avez accompagné ces équipes, parce que c'est vraiment un changement de prisme assez important. Alors, pour répondre à vos deux questions, enfin, c'est exactement ce que j'ai décrit juste avant. C'est-à-dire qu'on a fait donc, la transformation, j'allais dire plutôt culturelle, ces 3 phases. Je suis conscient, j'agis, je deviens activiste. Je suis conscient, on a déployé la fresque du climat. On travaille avec des outils très simples, accessibles à tous, pour que la conscience du problème dans sa dimension systémique, parce que oui, c'est très compliqué en fait. Donc si on n'arrive pas à vulgariser, et vulgariser pour les 12 000, on n'y arrive pas, il faut commencer par ça. Dans la dimension de j'agis, c'est ce que je décrivais sur le fameux pilotage à 2 jambes. Le pilotage à 2 jambes, il s'est mis en place comment ? Il s'est mis en place par, sur chacun de nos piliers du plan stratégique, chacun de nos piliers, il y a à un moment des KPI et des targets. Et donc, voilà, ça fait des années qu'on fait partie du Global Compact, qu'on s'est engagé sur une trajectoire carbone, que cette trajectoire carbone a les scopes 1, 2, 3. C'est un des exemples, mais je peux vous le faire sur l'eau, je peux vous le faire sur toutes les dimensions, la dimension nutrition, etc. En fait, on a récupéré la data. On l'a récupéré scope 1, 2, 3. Vous savez quoi ? Elle n'est peut-être pas totalement parfaite, mais elle est suffisamment fiable. C'est là où j'en viens, c'est ce que vous disiez en fait. Quand on va regarder les métriques, elles existent. Et c'est pas grave si c'est pas totalement parfait. À 95%, elle est fiable, ça suffit. Et donc du coup, on a travaillé avec une start-up qui nous a permis de plugger cette data sur notre système SAP. Et donc, tous les mois, quand on sort le PNL, on a un PNL carbone. C'est-à-dire que, et je l'ai à la SKU, c'est-à-dire que je peux vous donner le Babybel par 6 produit dans notre usine d'Evron, quel est son poids carbone, scope 1, 2, 3. Et donc ça crée quoi ? Ça veut dire que je constate tous les mois, je suis capable de prédire, donc je pilote mon atterrissage carbone à la fin de l'année. Je ne le constate pas au mois de février quand je regarde la data, je le pilote. Quand je fais un plan à 5 ans, je fais un plan marque par marque où je vois évidemment l'évolution de mes volumes, de mon chiffre d'affaires, de ma marge, et je vais avoir la même conversation sur l'impact de la marque Vache Qui Rit à 5 ans. En carbone, c'est ça. En eau, c'est ça. Son impact nutritionnel, parce qu'on a un chemin d'amélioration de la nutrition de chacune de nos recettes. Et on a aussi, puisque nous, on pense que c'est important, ce qu'on appelle l'accessibilité de ce qu'on fait. Parce que le problème, c'est effectivement, nous, on a des marques en plus qui sont très, très populaires. Donc l'accessibilité, elle est absolument fondamentale. Donc on va mesurer le nombre de foyers qui accèdent à nos produits tous les trimestres. Et donc, c'est vraiment au sein de l'équipe Global Impact, c'est-à-dire c'est vraiment l'équipe financière qui a pris ça comme mission, qui a été j'ai de la data et je l'anime. Et donc je fais un budget carbone chaque année. On fait un strat plan où il y a un strat plan financier et un strat plan sur toutes les dimensions extra-financières. Quand quelqu'un vient présenter une reco au comité d'investissement, c'est impossible de présenter une reco de comité d'investissement qui n'est pas sur les 2 jambes. C'est-à-dire qu'on a un système de notation financière avec le payback, ça, et on a le même système de notation sur toutes les dimensions. Est-ce que cet investissement améliore mon carbone ? Est-ce que cet investissement fait baisser ma consommation d'eau ? Est-ce que cet investissement améliore les conditions de vie des ouvriers dans mon usine ? Donc on reprend toutes les dimensions et on note. Et donc on a à chaque fois sur chaque projet une note d'impact global qui va intégrer les 2. Et c'est très intéressant parce que c'est là que la conversation devient intéressante. C'est là où ça crée une façon de penser différemment. C'est là où parfois ça crée des tensions et on arrive à trouver des solutions parce qu'on a un temps qui n'est pas toujours le même entre le financier et l'extra-financier. Mais on les pose. Donc c'est ça le pilotage, le j'agis et le pilotage sur 2 jambes. Il faut avoir un autre souffle et une autre intention et une autre ambition. C'est pour ça que je mêlais la question de l'ambition et la passion. Et je pense que, en fait, on ne réussit bien que si on ne néglige rien. Et il faut avoir une vision complète du plus haut, du macro, jusqu'au détail. Moi, je crois beaucoup aux effets d'entraînement. Vous parliez des équipes. Mais il y a des petites choses, c'est tout bête, mais quand on a fait le choix de faire les micro-forêts dans nos sites, ça s'est fait avec les salariés. Et les salariés, ils sont venus nombreux. Et quand ils viennent nombreux, les autres les regardent. Et effectivement, ça crée cette dynamique. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir ce niveau de politique dans un groupe qui fait pourtant 12 000 salariés.
Et ça, c'est une forme d'exemplarité. Et ce que je disais tout à l'heure sur les grands financements, les grandes transitions, etc. Mais rien n'est à négliger. C'est effectivement la fresque climat. Alors, nous, évidemment, l'assureur, il baigne dans l'impact climatique tous les jours. Tous les jours, il voit passer soit une tempête, soit une inondation, soit un tremblement de terre, comme ça a été le cas à Niort cette année. C'est imprévisible à l'endroit de notre siège social, un tremblement de terre. C'est un double rappel pour un assureur. C'est de dire, vous voyez, c'est là que ça se passe. Ça se passe sur votre terrain en plus. Et donc, je crois qu'on embarque bien les gens que si finalement on traverse toute l'entreprise dans tout son chaînage, du plan stratégique jusqu'à l'acte le plus simple, et qu'on sait en plus le partager, en l'occurrence avec les sociétaires dans le cadre de ces mouvements citoyens, il faut irriguer partout, partout, partout. Et la culture du risque, c'est un autre sujet. La culture du risque, elle est absolument fondamentale dans la période qui est la nôtre. Et la culture du risque, on a du chemin à faire, et pour autant, quand même, je trouve qu'il y a des phénomènes d'accélération que vous évoquiez tout à l'heure qui sont totalement intéressants à observer. Donc la meilleure méthode, c'est ne lâchez rien sur rien et soyez partout sur tous les enjeux et toutes les lignes. On a vu que la planète va mal, elle se réchauffe, elle détruit du vivant. On a vu qu'il y avait de l'engagement. Il y a de l'engagement des financiers, des industriels, des entreprises de services. Votre engagement, mais il est 18h10, vous êtes toujours là. Et je crois que effectivement, par rapport à tout ça, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est mettre ce sujet au bon niveau de l'ambition. Il y a tout pour le faire. Il y a un message qui est très fort sur le vivant, c'est que tant qu'on n'a pas détruit les deux derniers individus de la dernière population, de la dernière espèce, on peut restaurer la biodiversité. On ne refroidira pas la planète, ça on le sait. On va essayer de s'adapter à ce réchauffement. Le vivant, on va essayer de le restaurer. Et en fait, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'à tout niveau, il faut mettre au bon niveau de l'ambition ce sujet. Voilà ce que je voulais vous dire. En conclusion, en vous remerciant de votre attention et de votre patience, parce que c'est quand même chouette, une conférence qui se termine à 18h15 sans avoir perdu la 70% de son auditoire.